Encore une chose importante, l'absolutisation du service des intérêts américains. L'Europe sert les intérêts géopolitiques américains parce qu'elle craint d'être devenue trop molle ou d'avoir perdu le pouvoir de contrôler le monde. Alors l'Europe s'est livrée aux États-Unis. Les États-Unis sont capables de contrôler le monde, donc nous servirons les États-Unis pour contrôler le monde et obtenir du grand festin des Américains quelques miettes tombées de la table. De la grande table du festin américain, l'Europe recevra quelques petites gouttes ou quelques petits morceaux de nourriture. Voilà l'approche générale. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité et aujourd'hui je m'entretiens avec un ancien diplomate hongrois, son Excellence l'ambassadeur Sándor Zoltán Kuszai. L'ambassadeur Kuszai a servi son pays au sein du ministère des Affaires étrangères et du cabinet du Premier ministre à divers postes. Plus important encore, il a passé au total 18 ans en Chine, notamment en tant qu'ambassadeur entre 2008 et 2014. Il travaille désormais comme chercheur dans le domaine de la recherche et de l'enseignement en Hongrie, et c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux que vous ayez accepté, car nous avons évoqué par email que nous voulions, ou devrions, examiner le rôle de la Chine et la diplomatie de l'Europe, ou l'absence de diplomatie à son égard, voire l'antidiplomatie, selon la façon dont on souhaite l'interpréter. Vous avez une grande expérience de ce pays et vous y avez représenté un État européen. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience et nous donner votre évaluation générale de l'évolution de la diplomatie européenne avec la Chine? Cela va dans la mauvaise direction. L'Europe comprend mal la Chine, mais je suis convaincu que l'Europe choisit délibérément de mal comprendre la Chine. Ce n'est pas simplement une erreur, c'est un acte délibéré. Et les Chinois deviennent de plus en plus impatients, je dirais, envers l'Europe. Ils espèrent que l'Europe pourra prendre une meilleure direction, mais je constate à travers les derniers développements que les Chinois perdent progressivement patience. Ils sont remplis de détresse et d'aversion. Ce qu'ils perçoivent de l'Europe, ce sont toutes les tentatives de tromper la Chine ou de profiter de certains facteurs économiques et politiques. Donc il est très clair, selon moi, que l'Europe ne souhaite pas entretenir de bonnes relations avec la Chine. L'Europe veut désormais ouvertement un changement de régime en Chine, que ce soit par la diplomatie, la pression politique ou la pression économique. C'est un fait, et c'est tellement compréhensible et évident que cela sape tout simplement la confiance de base qui pourrait sous-tendre la coopération. C'est mon évaluation de la situation actuelle. Pouvez-vous nous donner des exemples à ce sujet? Je veux dire, de quelle manière l'Union européenne ou l'Europe fait-elle savoir à la Chine qu'elle souhaite un changement de régime? Et quand cela a-t-il commencé? Oh, la deuxième partie de votre question est plus facile. Je pense que cela a commencé au milieu des années 70, lorsque des relations diplomatiques officielles ont été établies. Mais c'était plus dissimulé, et il n'y avait pas une attitude aussi simple et pressante, car l'Europe avait des intérêts économiques fondamentaux. Dans le commerce avec la Chine, la politique allemande du changement par le commerce était très importante. Donc ils voulaient changer la Chine en permanence. Mais pendant les 3 premières décennies, ce n'était qu'un espoir, une illusion, que par le commerce, en influençant le développement économique de la Chine, en aidant la classe moyenne chinoise à croître et à se développer, cela changerait la Chine d'elle-même. C'était une illusion. Nous l'avons vu au début des années 2000,
et après 2011, nous avons vu très clairement qu'il s'agissait d'une illusion. Mais d'un autre côté, les Chinois ont toujours eu une autre illusion. Les Chinois pensaient que l'Europe pouvait devenir un pôle simple ou unique, séparé, individuel dans l'économie mondiale et dans la politique mondiale. Les Européens avaient l'illusion que l'autonomie stratégique de l'Europe, qui a ensuite été formulée par le président Macron, était une réalité, ou du moins une possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, il est très clair que c'est impossible. Ce que nous voyons maintenant, c'est donc une désillusion mutuelle, à la fois du côté de l'Europe et de la Chine. Et les conséquences sont vraiment très mauvaises, avant tout pour les petits pays européens, comme la Hongrie. Comment cela fonctionne-t-il, cependant? Nous avons l'Union européenne, et oui, l'UNOM est un bloc. Mais au niveau diplomatique, ce sont encore les États membres qui entretiennent des contacts diplomatiques directs avec d'autres pays. Certes, il existe une politique étrangère et de sécurité commune, mais les États membres de l'UE se trouvent dans cette zone intermédiaire, et la diplomatie se fait encore, du moins sur le papier, au niveau national. Donc, lorsque vous étiez ambassadeur là-bas, quelles étaient vos compétences? Quelles étaient les actions menées directement par la Hongrie avec la Chine? Et dans quelle mesure avez-vous été contourné, disons, par des forces venant de Bruxelles? Vous savez, nous pourrions organiser des activités bilatérales, culturelles et d'investissement. Vous pourriez représenter votre pays, votre gouvernement. Je l'ai fait pendant 6 ans, en commençant sous un gouvernement socialiste et en terminant avec l'actuel gouvernement de centre-droit. J'étais donc un diplomate de carrière. J'ai travaillé avec tous les gouvernements que le peuple hongrois a pu élire pendant plus de 30 ans. Je sais donc comment cela fonctionne. Ma tâche principale, qui est d'ailleurs, en principe, la tâche fondamentale de la diplomatie selon la Convention de Vienne, était de contribuer au développement des échanges commerciaux et des relations bilatérales, de réaliser l'intérêt national de votre pays par la coopération. C'est essentiellement pour cela que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a été créée à l'origine. Mais actuellement, il est très difficile de poursuivre cela. J'étais ambassadeur lorsque la Hongrie avait déjà rejoint l'Union européenne depuis 4 ans. Donc j'ai participé à la coopération entre les États membres de l'UMMR, ce qui signifiait des réunions mensuelles des ambassadeurs et des discussions sur des questions principalement au niveau des relations UMR-Chine. Mais cela incluait toujours aussi des détails sur les relations bilatérales. C'était un échange d'informations, un échange de nos approches, etc. Cela se produisait une fois par mois au niveau des ambassadeurs. Mais toutes les ambassades poursuivaient cela à chaque niveau diplomatique, attachés de presse, attachés commerciaux, etc. Dans tous les aspects de la diplomatie. Et j'ai eu une expérience très intéressante lorsque j'ai commencé mon travail d'ambassadeur là-bas. C'était en 2008, l'année de la crise, la grande récession, si vous voulez l'appeler ainsi. À cette époque, au début, pendant les 2 ou 2 ans et demi qui ont suivi, notre approche européenne vis-à-vis de la Chine était bien plus coopérative, parce que nous avions besoin de la Chine sur le plan économique et financier. L'Europe ne pouvait pas surmonter cette crise financière, sans une coopération active avec la Chine, notamment dans les relations économiques, mais aussi dans les questions financières. Donc, nous étions très coopératifs à ce moment-là. Et en ce qui concerne la crise, je dirais, parce que je suis convaincu en tant qu'économiste, que nous ne l'avons jamais surmontée. Nous n'avons jamais surmonté cette crise. Elle plane toujours autour de nous. Mais quoi qu'il en soit, à mesure que nous nous sentions mieux sur le plan économique, financier, etc., l'Union a commencé à faire pression sur la Chine
pour qu'elle pousse davantage d'aspects politiques, je dirais même idéologiques, et cela a commencé à détériorer la relation. Et c'était très difficile pour un ambassadeur. Bien sûr, les gouvernements hongrois, tous dirigés par des partis différents, ont toujours été favorables à la coopération, à l'expansion des investissements, du commerce, de la coopération humanitaire, de l'éducation, etc. Cela nous intéressait parce que la Hongrie est un pays périphérique de l'Union européenne. Nous sommes en périphérie, économiquement, socialement, culturellement, à tous les égards. Nous avions besoin, je dirais, d'un élan supplémentaire venu du monde pour le développement économique, pour le développement social. L'Union européenne rencontre des difficultés. Il n'y a aucune chance de vendre 2 fois plus de produits hongrois en Europe que l'an dernier. C'est tout simplement impossible, car le marché européen ne s'étend pas, surtout en ce moment, mais il ne s'est pas élargi, même lors des meilleures années. Je me souviens que la croissance était au maximum de 3 à 4%. Nous avions besoin d'une coopération supplémentaire en dehors de l'Union européenne. Si vous repensez à ces années de mondialisation économique, quelle était l'économie en croissance la plus importante au monde? Quel était le marché le plus fort? La source des nouvelles technologies à venir, des nouveaux partenariats à venir, des nouveaux investissements à venir. C'était la Chine. C'est pourquoi la politique hongroise dite d'ouverture vers la Chine, comme on l'appelait à l'époque, a commencé en 2003 et elle est devenue très impressionnante après 2010 avec la formation du gouvernement actuel pour la première fois, car il s'agissait tout simplement d'un intérêt économique très clair et compréhensible. Et cela nous a motivés. J'ai donc dû équilibrer les pressions européennes et les intérêts nationaux. Cela impliquait des investissements, comme Huawei, comme les usines de batteries. Aujourd'hui, il s'agit des usines de voitures électriques, et ainsi de suite. D'un autre côté, je devais gérer les choses avec l'Union européenne en arrière-plan, en convainquant mes collègues qu'il n'est pas dangereux qu'une entreprise chinoise investisse en Hongrie. Ce n'était pas toujours facile. Je le pense aussi. Mais d'où viennent également cette peur et cette méfiance? D'un côté, je comprends qu'il existe une profonde méfiance européenne envers la Chine socialiste. Mais en même temps, dans les années 2000 et 2010, le communisme n'était plus vraiment un sujet, n'est-ce pas? Le communisme, c'est ce que l'Europe a surmonté. Et bien sûr, vous êtes la Hongrie. Je veux dire, vous étiez une Hongrie communiste, une Hongrie socialiste, n'est-ce pas? Et cela a été laissé derrière, du moins sur le plan rhétorique, idéologique. Alors, d'où vient-il que les Européens pensent encore que les Chinois cherchent d'une manière ou d'une autre à venir les envahir? La Suisse est le pays qui a conclu le premier accord de libre-échange avec la Chine. Cela a d'ailleurs servi de modèle à l'UBOLEHEUE. Ces relations de libre-échange ont en réalité aidé les deux parties. Elles ont aidé la Suisse et les Chinois. Les Chinois appréciaient le marché suisse et le considéraient aussi comme un cas d'exemple. Pouvez-vous peut-être en dire un mot? Je pense que la méfiance du côté européen est un entêtement idéologique profondément enraciné, je dirais. Les hommes politiques européens dans la plupart des pays, ainsi que les universitaires européens qui étudient la Chine, sont tout simplement restés mentalement dans les années 60 et 70. Ils ne comprennent tout simplement pas ce que les Chinois appellent le socialisme aux caractéristiques chinoises. Dans cette formule, ce sont les caractéristiques chinoises qui limitent le socialisme. Il s'agit d'une économie mixte, d'une structure sociale mixte et d'une structure politique mixte. En ce qui concerne l'économie, les universitaires européens et même les hommes politiques européens pourraient beaucoup plus facilement comprendre les éléments capitalistes, la propriété privée, l'entrepreneuriat privé en Chine. Ils en surestiment très souvent l'importance.
Mais en ce qui concerne les politiques sociales, et surtout dans la sphère politique, ils n'ont pas pu comprendre la restructuration du Parti communiste chinois, qui était à l'origine un parti communiste classique, fondé sur le léninisme, etc., structure organisationnelle, politique, tout cela. Mais aujourd'hui, c'est un parti différent. Ça ne veut pas dire que c'est un parti libéral, non. C'est toujours, je dirais, un parti athée, avec un objectif très fort de faire avancer la renaissance de l'État chinois sur les plans technologiques, économiques, etc. Et il est prêt à utiliser tous les moyens possibles, y compris le capitalisme, pour atteindre cet objectif, pour atteindre cette cible. Et ils le font. Donc le Parti communiste chinois est une entité beaucoup plus structurée que ce que pensent la plupart des analystes européens. Et comme vous le savez, c'est courant dans toutes les questions de politique étrangère. Les analystes sont bien meilleurs que les politiciens. Les politiciens sont des personnes bornées et peu instruites. C'est ainsi que je décrirais la forme actuelle de la démocratie parlementaire. On devient un politicien à succès, et on peut même obtenir des postes gouvernementaux, voire le poste de Premier ministre ou de président, uniquement si l'on se conforme pleinement au niveau de compréhension le plus bas de l'électorat. Ainsi, en tant que politicien, il faut se conformer au plus petit dénominateur commun de la moyenne. Et cela rend les politiciens très têtus, très peu instruits et très obtus sur les questions idéologiques. Lorsqu'on a un problème avec son bagage académique ou analytique qui a au moins 20 ou 25 ans de retard, cela se traduit par une approche politique encore plus bornée. C'est ce que nous voyons actuellement en Europe. Puis-je simplement vous interroger sur votre perception personnelle? Car vous avez un parcours particulier. Vous avez grandi sous un système socialiste. Vous êtes entré dans la fonction publique sous ce même système. Puis vous avez traversé les années 1990 et 2000, avant de vous rendre en Chine socialiste, ou ce que l'on appelle aujourd'hui le socialisme aux caractéristiques chinoises. Reconnaissez-vous, dans ce que vous voyez en Chine, un système social similaire à celui dont vous vous souvenez en Hongrie, tel qu'il était autrefois? Ou s'agit-il de mondes complètement différents? Certains éléments me sont familiers. Vous savez, la Hongrie était la baraque la plus heureuse du camp socialiste parce qu'elle avait connu une expérience de réforme précoce dès la fin des années 1960, pendant les années 1970, et beaucoup moins dans les années 1980. Mais il y a eu des réformes économiques, il y avait un certain espace pour l'initiative privée dans l'économie, même dans certains aspects sociaux, et ainsi de suite. Ainsi, les Chinois, avant de commencer leur processus de réforme en 1969, ont étudié, et même pendant les années 1980, ils ont étudié l'expérience dite de réforme hongroise. Donc j'ai vu, surtout lors de ma première affectation en Chine, qui était dans la seconde moitié des années 1980, j'ai vu beaucoup de choses similaires là-bas. Mais il y a eu un tournant. En 1990, pratiquement, 1989, 90, 91, la Hongrie et la plupart des anciens États communistes d'Europe centrale et orientale ont décidé de se tourner complètement vers la démocratie parlementaire libérale avec une économie de marché, et ainsi de suite, vers le modèle occidental. Ce fut un véritable tournant. En Chine, après la crise de 89, vous vous souvenez des événements de la place Tiananmen, etc. J'y étais d'ailleurs à cette époque. J'ai eu ma première expérience concrète de conflit politique en tant que diplomate là-bas. La Chine a suivi une voie différente. La Chine n'a pas abandonné la réforme, mais elle a compris, à partir de l'expérience de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique, que si elle adoptait le modèle occidental, le parti finirait tôt ou tard par perdre le pouvoir.
Et c'est là que le changement s'est produit, je pense. Le Parti communiste chinois a donc décidé de conserver le pouvoir, mais a poursuivi la réforme, si bien que le Parti communiste chinois a commencé à se réformer lui-même. C'est au milieu des années 1990 que tout le monde a été autorisé à entrer dans le parti, y compris les entrepreneurs privés, même les personnes les plus riches. Pouvez-vous imaginer un parti communiste dans les années 1960 ou 1950, ou disons plutôt au siècle dernier, qui accueillerait le plus grand capitaliste en son sein? C'était impensable. Cela a stabilisé le Parti communiste. Cela lui a permis d'intégrer les différents intérêts de divers groupes sociaux au sein d'une seule structure politique. C'est bien plus complexe que dans un système de concurrence ouverte entre partis. Dans un tel système, différents partis sont soutenus par différents groupes sociaux. Ils sont en concurrence. Nous avons un grand rituel, nous l'appelons les élections. Lors de ce grand événement rituel, un parti remporte les élections et obtient le droit de former le gouvernement, représentant ainsi l'arrière-plan social de ce parti. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. En Chine, de nombreuses choses similaires se produisent, mais elles se passent à l'intérieur du parti. Et au milieu des années 90, ce qui, j'en suis convaincu, a stabilisé le pouvoir du Parti communiste chinois en Chine, c'est qu'ils ont permis au parti de se transformer progressivement, et ils ont permis à des représentants de différents groupes sociaux, aux intérêts variés, d'entrer dans le parti et de participer à la prise de décision. Cela ne le rend pas moins centralisé, mais cela le rend plus réceptif aux différents besoins sociaux et politiques de la société. Cela lui a donc donné suffisamment de flexibilité pour rester au pouvoir, alors que tous les autres partis communistes au pouvoir ont perdu le leur, sauf, disons, quelques-uns, qui ont ensuite suivi le principe de base chinois, cette réforme structurelle politique du parti. Le Vietnam, par exemple, et sous certains aspects, le Laos et le Cambodge, donc dans les pays chinois. Et cela se produit également actuellement à Cuba. Bref, je suis devenu trop scientifique. Quoi qu'il en soit, le problème, c'est que nous en Europe, n'acceptons pas toute cette situation. Nous pensons que le Parti communiste chinois est toujours le même parti que celui dirigé par Mao Zedong. C'est pourquoi tous les analystes, je parle du courant dominant, il y a quelques personnes intelligentes, mais la plupart des analystes de la Chine en Europe pensent que Xi Jinping est une réincarnation de Mao Zedong. Ce qui n'est pas vrai, c'est une idée absurde. Mais ce concept influence la prise de décision politique, tout le climat politique. Et cela rend l'approche de l'Europe envers la Chine très, je dirais inadéquate, pas adaptée à la réalité. Et c'est l'une des sources de nombreuses erreurs et conflits. Mais, vous savez, quand je regarde le discours actuel, les Européens ne se plaignent pas du fait que la Chine soit communiste ou socialiste. Ils ne critiquent pas tant que ça un modèle social différent. Ils dénoncent l'intimidation chinoise, le non-respect des droits de l'homme par la Chine, l'agressivité de la Chine envers les autres. Je veux dire, ils se concentrent sur la Chine en tant que telle, pas comme un modèle alternatif. Parce qu'en un sens, je pense que les Européens, tout comme les Nord-Américains, sont passés à autre chose. Nous sommes déjà dans le monde post-Fukuyama, où tout le monde pense que la seule raison pour laquelle la Chine a autant de succès, c'est parce qu'elle a adopté le capitalisme sans s'ouvrir. Donc, c'est l'autocratie. C'est l'autocratie bien plus que la question sociale. Comment interprétez-vous cela? Je pense que c'est un déguisement très simple. Je ne dirais pas que c'est une simple propagande, car je suis convaincu que tous ces collègues européens sont vraiment persuadés d'avoir raison. Mais le problème, c'est que chaque fois que l'on critique la Chine,
pour sa politique économique centralisée, pour ses subventions gouvernementales centralisées, pour les entreprises qui produisent des technologies de rupture, qui développent des technologies de pointe, etc. Donc lorsque la Chine intervient dans le simple mécanisme du marché, alors nous commençons à nous plaindre. Mais cette approche fait partie intégrante du système politique et social chinois. Tout l'État chinois repose sur ces politiques. Donc, lorsque nous attaquons ces politiques, nous attaquons leur substance. Et nous le savons. We attack the substance of and we know that. So if the Chinese Communist Party would let the free market Donc, si le Parti communiste chinois laissait les forces du marché libre dominer, ce serait la fin du Parti communiste chinois. Et d'ailleurs, comme l'expérience historique le montre, ce serait la fin du développement rapide de la Chine. Parce que cette société ne peut pas être maintenue comme un mécanisme fonctionnel si vous n'avez pas une roue centrale d'une certaine sorte. Nous voyons d'ailleurs ce processus de désintégration. Peut-être suis-je trop radical dans cette analyse, mais ce que nous voyons, c'est la désintégration du modèle aux États-Unis à cause des limites du pouvoir d'organisation centrale, à cause de l'absolutisation des mécanismes de marché. Cela conduit à des conséquences économiques, financières et autres très graves. En Chine, ils essayent d'éviter cela. In China, they are trying to avoid it. And when we criticize the human rights, Lorsque nous critiquons les droits de l'homme, nous critiquons l'un des éléments fondamentaux. Mais c'est très intéressant, car nous avons vraiment des doubles standards. Je ne me souviens d'aucun universitaire européen, je parle des universitaires reconnus, ni d'aucun homme politique européen ayant critiqué l'Ukraine pour la répression des minorités ethniques. Les mêmes dirigeants européens qui critiquent la Chine pour la répression de certaines minorités ethniques, en particulier les musulmans, les Ouïghours et d'autres, des critiques qui reposent sur des faits réels. Ces critiques ne sortent pas de nulle part. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais entendu de critiques à l'encontre du gouvernement ukrainien actuel, même avant la guerre, pour la répression des minorités ethniques en Ukraine. Cela montre donc très clairement que nos critiques ne sont pas fondées sur des principes, mais qu'il s'agit de critiques motivées par la géopolitique. it is a geopolitically motivated approach. Absolutely, and I think anyone Oui, absolument. Et je pense que toute personne qui a passé un peu de temps à suivre la diplomatie ou les discours de l'Occident, même simplement au cours des dernières années, comprend que les mêmes personnes qui affirment que la Chine commet un génocide contre sa minorité musulmane sont celles qui défendent le droit d'Israël à commettre un génocide contre la majorité musulmane palestinienne dans le pays qu'ils occupent. Mais laissons cela de côté. L'hypocrisie reste l'hypocrisie. Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est pourquoi cette approche, surtout de la part des Européens, est adoptée alors qu'elle n'est pas nécessaire. Je veux dire, la Chine ne représente aucune menace sécuritaire. C'est une opportunité. Si c'est une menace économique, alors quelque chose d'aussi simple que quelques droits de douane peut être géré facilement. Car même la contrebande de la Chine vers l'Europe n'est pas si facile. C'est connecté, mais ce n'est pas à la frontière. Il y a tellement de tamponnements entre les deux. Pourquoi l'Europe fait-elle actuellement de la Chine son ennemi de manière proactive? Je pense que c'est une sorte de missionnisme. Nous avons pour mission de vraiment diffuser notre modèle à travers le monde, alors que, d'ailleurs, nous savons nous-mêmes que ce n'est pas le modèle le plus parfait. Nous rencontrons de nombreux problèmes avec ce modèle dans nos sociétés, dans nos économies, et ainsi de suite. Mais tout d'abord, l'Europe, surtout cette commission, je parle de la commission dirigée par Ursula von der Leyen. Avant Ursula von der Leyen, c'était une commission beaucoup plus tactique et diplomatique. Maintenant, c'est une commission purement idéologique, fondée sur des valeurs comme il l'appelle, avec ses politiques, etc. Et le problème, c'est que nous manquons de capacité, de pouvoir, pour établir une véritable influence. La Chine est une grande puissance.
is a great power. We cannot deny it. It's a different civilization. Nous ne pouvons pas le nier. C'est une civilisation différente, située à plus de 8000 km à l'est de nous. Elle ne représente donc aucune menace immédiate. Elle ne peut pas et ne représente pas de menace géopolitique ou économique immédiate pour l'Europe. C'est aussi simple que cela. Mais il y a la dynamique idéologique et un autre point important, l'absolutisation du service des intérêts américains. L'Europe sert les intérêts géopolitiques américains parce qu'elle craint d'être devenue trop molle ou d'avoir perdu le pouvoir de contrôler le monde. L'Europe s'est livrée aux États-Unis. Les États-Unis sont capables de contrôler le monde. Alors nous servirons les États-Unis pour contrôler le monde et obtenir du grand festin des Américains quelques miettes tombées de la table. From the big feast of the Americans, some dropouts from the table, from the big American feasting table, Europe. De la grande table de festin américaine, l'Europe ne recevra que quelques petites gouttes ou quelques miettes de nourriture. C'est l'approche générale. Et cela a pratiquement conduit, selon moi, à la mort de la diplomatie européenne. Je parle au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans de nombreux États membres. Voilà ce qu'est la diplomatie aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer, je donne juste un exemple, pouvez-vous imaginer que quelques jours seulement avant de partir pour la Chine, pour le sommet UE-Chine, qui est un événement annuel, la présidente de la Commission européenne se présente devant le Parlement européen et aboie contre la Chine de la manière la plus indiplomatique qui soit, insultant pratiquement l'hôte. Est-ce cela, la diplomatie? Et cela en devient même un peu risible, car si nous étions vraiment le grand dur, nous pourrions nous le permettre. Quand le tyran arrive à l'école, tout commence pour les pauvres types avec le premier coup. C'est le droit du tyran. C'est d'ailleurs ce que fait le président Trump. Mais quand cela vient d'un chef faible, désorganisé, tremblant, comme Ursula, Madame Ursula, c'est terrible. Elle a prononcé, je crois, 10 ou 15 phrases vraiment très dures. Des critiques, des menaces envers la Chine et la direction chinoise. Ensuite, elle s'envole là-bas. Et à quoi s'attend-elle? D'ailleurs, est-ce cela, la diplomatie? Va-t-elle commencer les négociations, par exemple, en disant « Désolé, peu importe ce que j'ai dit au Parlement européen, veuillez écouter mon offre » ou quoi? C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas de la diplomatie. Comme vous l'avez souligné, c'est de l'antidiplomatie, ce que nous faisons actuellement. Peux-tu te l'expliquer à toi-même? Je veux dire, ces gens ne sont pas les plus brillants de l'Union. Mais ils sont pas... Je veux dire, ils se comportent comme des bouffons. Mais ils ont tout de même des capacités, non? La seule chose que les politiciens doivent absolument avoir, c'est un certain ressenti pour les groupes dans lesquels ils évoluent. Maintenant, quand on arrive à ces postes élevés et même si on se vassalise complètement sous les États-Unis, il faut quand même avoir une certaine conscience de ce qu'on fait. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas honte de dire une chose pareille, puis de rencontrer leur homologue quelques jours plus tard? Sont-ils psychologiquement à ce point lobotomisés qu'ils ne comprennent plus, qu'ils n'éprouvent même plus de sentiments à ce sujet? En gros, je suis d'accord avec toi. C'est une très bonne formule. Ils sont psychologiquement lobotomisés. Le fait est qu'ils ont grandi et gravi les échelons politiques en ne disant que les choses qui récoltaient 20 000 likes sur leur page Facebook. Et quand les conséquences négatives arrivaient, ils publiaient une autre déclaration qui obtenait des likes. Ils vivent dans un monde à part. Ils jouent pour les médias traditionnels. Ils jouent pour les autres politiciens. Ils jouent pour l'approche minimaliste du grand public. Et ils veulent 1% ou 1,5% de popularité en plus pour demain. Et ils se moquent du prix à payer dans 3 mois, car ils sont convaincus de pouvoir gérer toute influence négative. Ils sortiront alors et feront une autre déclaration, encore plus radicale, obtenant à nouveau un 0,5% d'augmentation de leur popularité, et ainsi de suite.
Et la façon dont l'Europe a fonctionné ces 10 ou 15 dernières années, c'est vraiment comme ça que ça marche. Let's say 10, 15 years. It really works. It does. It does, but I still struggle to. C'est vrai, mais j'ai encore du mal à comprendre ce que cela implique pour le système. Peut-être pouvons-nous prendre l'exemple de Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères, enfin la haute représentante pour les affaires étrangères, la principale diplomate de l'UPLOMENG, la principale anti-diplomate. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle est arrivée là où elle est en affirmant qu'elle vient d'Estonie, une petite ancienne république soviétique qui a été opprimée par l'Union soviétique, étant elle-même la fille d'un fonctionnaire communiste et bien sûr étant née citoyenne soviétique, n'est-ce pas? Et du côté des bénéficiaires du Parti communiste estonien. Et elle parvient tout de même à se présenter comme une courageuse anticommuniste et comme quelqu'un qui s'oppose à la Chine socialiste. Je veux dire, pourquoi cela fonctionne-t-il? Why does that work? You know, I think it's very simple. It responds Vous savez, to the je pense que c'est très simple. attitude of the Cela répond à l'attitude simplifiée du grand public, ou d'une grande partie du grand public, parce que la compréhension des relations internationales et de la diplomatie parmi le grand public est devenue très faible. That's how Elle a été abaissée au niveau le plus bas. C'est ainsi que fonctionne notre culture politique, idéologique ou nationale dirigée par les réseaux sociaux. Tout est ramené au plus petit dénominateur commun. C'est tragique, et c'est pour cela qu'ils jouent là-dessus. Ils ne comprennent pas que dans le monde réel, qui n'est pas Internet, qui n'est pas le monde virtuel, cela peut ne pas fonctionner. La dernière rencontre entre Kaja Kallas, puisque vous l'avez mentionné, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, il y a une semaine, je m'en souviens, pour n'importe quel étudiant en première année d'études internationales dans n'importe quelle université, aurait été un choc quand le ministre chinois des Affaires étrangères donne une leçon élémentaire sur l'intérêt national, la géopolitique, la politique des grandes puissances à la chef de l'antidiplomatie européenne. to the head of the European anti-diplomacy. And she does not understand. Simply. Et elle ne comprend pas, tout simplement parce que cela ne correspond pas à sa vision de la façon dont les politiciens devraient agir, de la façon dont les politiciens devraient se présenter. Et c'est tout. Je pense que c'est la fin de la diplomatie européenne, la fin de l'art de la diplomatie. D'ailleurs, je vous dirais que l'art de la diplomatie est le reflet du véritable art de gouverner. Et le vrai problème de l'Union européenne, c'est que les dirigeants, et dans de nombreux États membres, je n'en nommerai aucun, je dirais même dans certains autres pays européens qui ne sont pas membres de l'Union européenne, la mort, eh bien je ne le nommerai pas, mais c'est la mort de l'art de gouverner, du véritable art de gouverner. Of statecraft, the real statecraft. We don't have statesmen, we don't have statecraft. Nous n'avons pas d'hommes d'État, nous n'avons pas d'art de gouverner, je parle ici en termes philosophiques. Comprendre en profondeur ou essayer de comprendre l'intérêt national, la gestion des différentes relations au sein de la société, de l'économie, de la culture, cette approche raffinée ou je dirais sophistiquée de la société, de la politique. Nous n'avons pas cela. Et à mesure que cela disparaît très rapidement, je parle de l'art de gouverner, de l'art de gérer les gouvernements, les États, les unions, etc. À mesure que cela s'éteint, la diplomatie, la profession traditionnelle, disparaît avec. Car la diplomatie est l'un des aspects de l'art de gouverner. Nous le savons grâce à Talleyrand et à tous ces grands diplomates du passé, y compris Henry Kissinger, qui n'est pas mon préféré, mais je ne peux pas nier qu'il était le meilleur professionnel. I cannot deny that he was the best professional. Yeah, he was good at what he did. Oui, il était doué dans ce qu'il faisait. Malheureusement, il a utilisé ses compétences pour des choses qui ont coûté la vie à beaucoup de gens. Mais, si nous acceptons cette analyse et que nous vivons dans un monde kakistocratique, l'Europe avec une diplomatie kakistocratique, ce qui a aussi du sens, non? Si vous avez des dirigeants stupides, ces dirigeants stupides chercheraient naturellement à encourager une forme très basique de, vous savez,
Juste des gens qui font n'importe quoi, du genre ouais. Et aucune vision stratégique, parce que tout ce que vous faites, c'est regarder Facebook et ainsi de suite, pour voir comment ça résonne. Vous faites de la politique en chambre d'écho et de la diplomatie en chambre d'écho. Politics and echo chamber diplomacy. Now, this is the demise of what. C'est la fin de ce à quoi ressemble une bonne gouvernance. But Mais comment le communiquer? Ou plutôt, comment devrions-nous, en tant que personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux, transmettre cela aux Chinois, aux Russes, aux Sud-Est asiatiques, aux Africains, qui ont encore une véritable compréhension de l'art de gouverner et de tout ce que nous avons déjà perdu, pour leur dire, regardez, nous pourrions revenir, peut-être dans 20, 30, 40 ans, mais cela va encore empirer. Mais à un moment donné, cela est mieux. Comment devrions-nous gérer cette période de notre propre incapacité totale? of our own kind of utter incapacity. Look, I am convinced that some Écoutez, je suis convaincu que certains pays européens possèdent encore certaines de ces capacités. Pas au plus haut niveau, mais il en reste encore quelques traces. Et j'espère que ces pays, pas seulement en Europe d'ailleurs. Si vous regardez la récente visite du Premier ministre australien en Chine, vous verrez un certain art de gouverner. Pas au plus haut niveau, mais un véritable art de gouverner et de la diplomatie. Donc la seule issue à cette situation, selon moi, à long terme, très long terme, pour l'Europe, se trouve au niveau des États membres individuels. Certains États membres peuvent préserver un peu de confidentialité et un peu de confiance mutuelle avec la Chine. mutual confidence with China. There will be limitations, but you can work on that. Il y aura des limitations, mais vous pouvez travailler là-dessus. Fundamentally, Et tant que l'Union européenne ne sera pas réformée, fondamentalement, structurellement, ou qu'elle ne connaîtra pas sa disparition, ce qui est aussi une possibilité, d'ici là, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'intégration européenne, ce problème n'est pas soluble. Il ne sera pas résolu. Nous aurons une nouvelle source de confrontation, d'incompréhension, de mauvaise gestion dans nos relations avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec tous les autres qui font partie de ce qu'on appelle le Sud global ou l'Est global, si vous souhaitez faire la distinction. or global East, if you want to Yeah. differentiate. It's just, yeah, as you said in the beginning, it's just an C'est juste. infuriating Oui, situation in comme which tu l'as dit au Europe début, will behave c'est une situation exaspérante dans laquelle l'Europe continue de se comporter comme si on était encore il y a 200 ans, capable d'uriner sur la jambe de tout le monde et de s'en tirer. Alors qu'en réalité, ce n'est plus un gros bulldog, c'est un petit caniche. Et le caniche se prend toujours pour un bulldog, n'est-ce pas? C'est ça qui est exaspérant. Une question à propos de ton Premier ministre actuel et de Viktor Orban. Parce que malgré tous les reproches que je peux lui faire, l'une des choses qu'il a faites, à mon avis, de manière très diplomatique, c'est d'avoir essayé de rétablir la diplomatie avec la Russie. Il y a environ un an, il voyageait un peu partout pour tenter de lancer des négociations. Il a été fortement critiqué au sein de l'Uluabaro Period, au sein de l'OTAN, mais il l'a fait. Quelle est ton évaluation de ces dirigeants? Et maintenant, je veux dire, il vient de ton pays, oui, mais à part ça, from your country, yes, but apart from that. I think they do not only Viktor Orban. Je pense qu'ils le font. Non seulement Viktor Orban, mais aussi Robert Fico en Slovaquie, qui dispose d'une coalition beaucoup plus faible. Donc sa position à l'intérieur du pays est bien plus fragile que celle de Viktor Orban. Mais il essaie tout de même de suivre la règle fondamentale de la diplomatie, représenter l'intérêt national, point final. Il ne s'agit que de cela. Tous les autres aspects de la diplomatie ne sont que techniques. Comment y parvenir? Donc je pense qu'il représente une sorte d'espoir que l'Europe ne sombre pas totalement dans l'abîme vers lequel nous nous dirigeons. Et ils peuvent préserver une certaine confiance ou une attitude positive dans le monde. Mais cette action, cette activité diplomatique de Viktor Orban pendant la présidence hongroise de l'Union européenne a montré très clairement qu'il existe des limites. Showed very clearly that there are limitations. There are limitations for small countries.
Il existe des limites pour les petits pays. Il existe des limites pour les dirigeants individuels, de n'importe quel pays d'ailleurs. Car la situation globale, la situation générale est mauvaise. Ce qui s'est passé avec cette activité diplomatique, c'est qu'elle s'est tout simplement heurtée à des murs partout. Et maintenant, nous voyons d'ailleurs avec les développements récents que ce n'est même pas si simple. Je suis convaincu que le président Trump voulait vraiment la paix lorsqu'il est devenu président. Au cours de cette activité diplomatique, Viktor Orban a même rendu visite à Donald Trump. Qu'est-il resté de ce souhait de paix dans le cas de Donald Trump? Je pense personnellement que son souhait de paix est toujours là, mais les circonstances rendent même les meilleurs souhaits difficiles à réaliser. Par circonstances, j'entends la situation politique interne américaine, la pression des Européens, et ainsi de suite. Ce que nous voyons maintenant, c'est que l'administration Trump revient à la politique de l'administration Biden, sauf ils ne veulent pas en payer le prix. C'est aussi simple que cela. Quelqu'un d'autre devrait payer. Mais fondamentalement, c'est la limite. Il existe donc des limites objectives que l'on peut essayer de repousser un peu. Il y a des murs que l'on peut pousser, mais si l'on se heurte à un mur avec la tête, on risque de se faire mal, surtout si l'on est à la tête d'un petit pays qui d'ailleurs n'est pas au centre de l'Union européenne, mais en périphérie. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, et c'est précisément pour cela que c'est extrêmement dangereux de faire cela, car l'Europe va en souffrir, les différents pays, les différents États, et surtout les citoyens eux-mêmes souffriront, et souffrent déjà. Dieu merci, il y a des gens courageux. C'est dangereux, mais certaines personnes sont courageuses, ou elles ont la mission d'être courageuses, ou peut-être qu'elles n'ont pas d'autre choix. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information. Mais c'est ce qui se passe. Et Dieu merci, il y a des personnes assez courageuses pour aller à contre-courant, pour essayer de nager à contre-courant. Au moins, elles créent une chance de limiter les dégâts, oui, des dégâts inévitables, qui vont arriver, qui arrivent très vite, non seulement avec la Chine, mais aussi avec la Russie, l'Inde, le Brésil, avec tout le Sud global. Nous nous dirigeons vers des dégâts encore plus importants pour l'Europe. Oui, mais ce qui est triste, c'est que ces idéologues qui font ces choses nuisibles, comme foncer dans des murs, se cogner la tête contre un mur, ils vont en rejeter la faute. Ils vont accuser le mur de leurs blessures. Ils le font sans cesse, et ils n'apprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Donc la question est, pensez-vous qu'il y aura à nouveau de la diplomatie avec la Chine et avec la Russie? Oui, très probablement. Je ne serai plus en vie quand cela reviendra. J'ai 65 ans, donc je ne prévois pas de vivre jusqu'à 100 ans comme Kissinger, ou probablement pas. Mais en temps voulu, cela reviendra. Cela doit revenir. Il n'y a pas d'autre choix. Quel sera le prix à payer pour cette période? Cela peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Dieu seul le sait. Le prix sera énorme, mais il faudra le payer. Je parle du prix politique, du prix diplomatique, et ainsi de suite. Je suis un peu pessimiste, ou comme le dit la blague, je suis un optimiste bien informé. Éteignez vos appareils, tout le monde. Le monde est plus supportable si nous ne voyons pas l'accident de train. Quoi qu'il en soit, nous devons encore discuter, ambassadeur Kusai, et peut-être aussi ajouter quelques diplomates européens de plus qui voient à travers ce brouillard. Mais les gens veulent lire davantage de vous. Où devraient-ils aller? Oh, c'est très difficile. Je publie principalement en hongrois. J'ai publié quelques articles en Allemagne qui ont été traduits car je ne parle ni n'écris l'allemand.
donc je suis présent de temps en temps dans les médias hongrois, mais je publie surtout en hongrois. Ainsi, pour vos téléspectateurs internationaux, il y aura une limitation à cause de cela. Je suis âgé, donc je ne prévois pas d'être extrêmement actif. So I don't plan to be extremely active. Vous savez, peut-être pourrions-nous organiser une table ronde et inviter l'ambassadeur Jack Matlock, qui a 30 ans de plus que vous. Oh, okay. Okay. D'accord, je comprends. Vous devez savoir que je suis un optimiste bien informé, donc je me joindrai très volontiers. Mais en ce qui concerne la longévité, j'ai des limites. D'accord, d'accord. Mais nous tenons aussi longtemps que possible. Monsieur l'ambassadeur CZ Kusai, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. Bye.